Donc, si on veut relier tout ce qu'on vient de voir par rapport à l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, bien, on va faire référence au concept de l'énergie mécanique. Donc, le cas suivant, c'est pour un système, c'est un cas très spécifique, là, c'est pour un système qui est isolé, dans lequel on ne retrouve que des forces conservatives. Un système mécanique, ça consiste en quoi? Ça consiste en une masse qui peut interagir avec la gravité, qui peut interagir avec un ressort, qui peut interagir avec une force de frottement, etc. Donc, en gros, un système, si on parle de l'énergie, ben, le système est toujours composé d'une masse. Donc, je vais avoir de l'énergie cinétique qui est inclus dans le système. Je vais avoir de l'énergie potentielle. Ça peut être de l'énergie potentielle gravitationnelle, de l'énergie potentielle élastique. La masse pourrait interagir avec une surface de contact. Il pourrait y avoir du frottement. Okay? S'il y a du frottement, c'est plus compliqué, on va le voir plus tard. Mais pour l'instant, si on prend seulement des forces conservatives, c'est seulement l'énergie potentielle, qui soit gravitationnelle ou élastique, comme on a vu. Ce sont les deux seules forces conservatives qu'on utilise. Mais quand je parle d'un système isolé maintenant, c'est un système qui n'interagit pas avec l'extérieur. Donc, ces énergies-là, cinétiques et potentielles, vont être transférées d'un à l'autre, mais jamais avec l'environnement extérieur. Donc ici, j'aurais un système qui est isolé, okay, à cause de la barrière circulaire, qui contient que des forces conservatives et une masse. Donc pour un système isolé, dans lequel toutes les forces sont conservatives, on va définir l'énergie mécanique. Et puis l'énergie mécanique, c'est tout simplement ce qui compose en termes d'énergie le système. Donc c'est dans ce cas-ci, on voit c'est l'énergie cinétique, qui est l'énergie du mouvement de la masse dans le système, plus tous les termes d'énergie potentielle. Donc là-dedans, il peut y en avoir plusieurs. Le U, ça peut inclure UG et UR, s'il y a un ressort et une gravité. Bon, évidemment, si le système est isolé, c'est là qu'on peut dire que cette énergie mécanique-là est constante. Donc, étant isolé, le système ne peut pas échanger d'énergie avec l'extérieur, donc il ne peut pas avoir un dégagement d'énergie. Puis s'il est isolé aussi, bien, on ne peut pas apporter de l'énergie à ce système-là. Donc l'énergie mécanique est contrainte à rester à l'intérieur du système. Donc si l'énergie mécanique est constante, ça implique nécessairement que l'énergie mécanique à un moment initial égale à l'énergie mécanique à un instant final. Okay? Donc si j'ai deux instants, mais l'énergie mécanique ne changera pas entre ces deux instants-là. Étant donné que l'énergie mécanique, c'est K plus U, mais je vais avoir KI plus UI égale à KF plus UF. Donc moi, c'est souvent cette équation-là que je vais utiliser dans un problème où on a un système isolé avec des forces conservatives. Mais je vais y aller avec déterminons KI, KF, UI et UF, puis après ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver la variable qui est inconnue. On peut l'écrire sous une autre forme. Si je soustrais UI chaque côté et KF de chaque côté, on a l'équivalent, mais cette fois-ci en mettant en évidence le fait que la variation d'énergie potentielle est contraire à la variation d'énergie cinétique. Ce qui veut tout simplement dire que si l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle va augmenter. Donc on peut le voir comme ça aussi, parce que dans un système isolé, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique peuvent s'échanger. Donc, un peut diminuer au détriment de l'autre, mais ce qui est important, c'est que la somme demeure constante. Donc ici, disons, c'est pas une montagne russe, c'est plus une raille qui est courbée. Donc, j'ai le choix ici, je peux mettre des rails doubles ou rails simples. Donc, des rails doubles, en fait, je pourrais dire des roues doubles. Donc, comme on a vu au chapitre 6, une raille double, c'est une raille qui contraint l'objet à demeurer sur les rails. Donc, c'est un peu comme si c'est l'équivalent de mettre des roues doubles. Donc, je vais avoir des roues. Donc, ma force normale, par exemple, si je la trace, ma force normale peut changer de direction. Puis là, si je mets des rails simples, mais la seule différence, c'est que, ben, étant donné que si la force normale devient nulle à un moment donné, je perds contact, puis mon objet tombe en chute libre. Comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vais laisser faire la force normale pour l'instant. Donc,
on a vu, on sait que, si je prends des rails doubles, on sait que l'énergie mécanique ici, donc si je prends mon objet puis je le place exactement à la position 2R, je vais le placer juste un petit peu plus bas parce que tout ça c'est numérique, là. Si je démarre l'animation, l'énergie mécanique du système devrait être conservée, ce qui veut dire qu'au départ, ici, j'ai une énergie potentielle maximale, énergie cinétique nulle. L'objet devrait pouvoir se rendre exactement à la même position ici, donc à une hauteur de 2R avec une vitesse finale nulle. Donc si je démarre l'animation, l'objet se retrouve à l'opposé, même hauteur, vitesse nulle. Donc tout va bien, l'énergie mécanique est conservée. On a un transfert d'énergie potentielle à cinétique et vice-versa. Si je joue un tour à la masse et que je prends une raille simple, ce qui veut dire en fait que la masse pourrait quitter la raille dès qu'il y a une perte de contact, mais on ne se rendra pas à une hauteur finale qui est égale à 2R. Donc je le fais tout de suite. Pouf. L'objet a quitté la raille à ce point-là. Donc, on ne s'est même pas rendu jusqu'au maximum. Dès que la normale est nulle, il n'y a plus d'interaction entre la raille et la masse. Puis là, on tombe en mouvement de projectile. Donc, je vais réinitialiser. Je vais juste vous montrer la force normale. Donc, la force normale. Et voilà. Si je prends une raille double, bien, la force normale peut changer de sens et retenir l'objet. Okay? Donc, c'est ce qui fait toute la différence. Ici, ce que je vais faire, je vais me servir de cet exemple-là pour... on va faire un problème ensemble. Donc, supposons que j'ai un rayon R pour la partie circulaire ici. Je vais trouver, en fait, à quelle hauteur initiale je dois placer la masse pour être capable de me rendre jusqu'au sommet ici. Donc, je peux faire plusieurs essais. Donc, si je prends à 2,26 par exemple, je ne me suis pas rendu jusqu'en haut. Si je prends 2,65, j'ai fait un tour complet. Ça veut dire que je pourrais probablement descendre un petit peu. En fait, la réponse à ce problème-là, c'est 2,5 R. Donc si, je vais avoir de la misère à y arriver, mais si je me place exactement à 2,5 R, je vais mettre 2,52 là, je vais être capable de faire un tour complet. Puis moins que ça, donc si je diminue ma hauteur initiale, donc je vais à 2,46 R, mais l'objet va quitter avant de se rendre au sommet. Okay? Donc la réponse à la question, c'est si je place mon objet à une hauteur 2,5 R, je vais être capable de faire un tour complet. OK, alors quelle est la hauteur minimale H pour que la masse puisse se rendre au sommet de la partie circulaire? Donc le point de départ ici, c'est que si on veut que la masse puisse se rendre au point maximal, bien, ce qu'on veut en fait, c'est qu'elle ne perde pas contact. Ou en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on veut à la limite que la masse perde contact juste au moment où elle arrive au point le plus haut. Donc on peut imposer comme condition, puis ça c'est important de le faire, qu'à cette position-là, la masse a une force normale, il y a une force d'interaction entre la masse et la raille qui est nulle. Je vais avoir ma force gravitationnelle. Puis en fait, cette partie-là du problème, c'est carrément un problème qui fait appel aux notions du chapitre 7 sur la force centripète. Donc j'ai un mouvement circulaire. On sait, normalement j'aurais une force normale, mais là je vais dire que la force normale est égale à 0 parce que je suis sur le point de perdre le contact. Ce qui veut dire forcément que la force de gravité est la seule force en jeu. Puis vu que ma masse fait un mouvement circulaire, la force de gravité est égale à la force centripète. En d'autres mots, mg égale à mv carré sur r. Ou encore, si j'isole ma vitesse, je vais retrouver que, c'est une autre façon de le voir, c'est que pour avoir une normale nulle ici, il faudrait que ma vitesse soit égale à la racine de RG. Ça ne me donne pas la hauteur. T'sais. C'est sûr que j'ai la vitesse nécessaire en haut ici, mais comment est-ce que je peux relier ça à la hauteur de la masse?
Là, on va passer par les concepts de conservation d'énergie. Okay? Donc, il n'y a pas. J'ai un système. Mon système, c'est la masse, la rail, la force gravitationnelle, donc tout ça ensemble. J'ai pas de frottement ici, donc ce qui veut dire que je peux utiliser les principes de conservation d'énergie mécanique pour un système isolé. Donc, je sais que EI égale à EF. Donc, de façon très générale, ça veut dire que UI, l'énergie potentielle initiale, plus KI, l'énergie cinétique initiale, est égal à UF, donc finale, plus KF. Okay? Donc ça, c'est vrai, à chaque fois qu'on fait EI égale à EF, là, on peut tout de suite dire ça. Ce qu'il faut faire, c'est développer chacun de ces termes-là. Donc, si on regarde mon schéma, donc, évidemment, comme énergie potentielle, ce que j'ai ici, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Je n'ai pas de ressort. Donc, c'est toujours mgy. Donc, UI, c'est mgy. Je vais avoir comme énergie cinétique 1 demi mvi carré. Mon énergie potentielle finale, c'est mgyf. Puis 1 demi mvf carré. D'accord? Donc là, on peut regarder quels termes peuvent... donc, on peut regarder quel terme est nul ici. Bien, on sait que dans mon problème ici, là, la masse, ben, je la dépose. Donc, la vitesse initiale est nulle. Ce qui veut dire que l'énergie cinétique initiale est nulle. La vitesse finale n'est pas nulle. La vitesse finale, en fait, on peut la relier directement avec ce qu'on a trouvé ici. Ça, c'est la vitesse finale. Donc, mon instant final, c'est le moment où je suis rendu en haut. Donc, VF, je peux le remplacer par racine d'énergie. Mon YI va correspondre à H, qui est la quantité recherchée. Mon YF, c'est pas juste YF de façon inconnue. Là, on sait qu'on est rendu au sommet du cercle, donc on peut quand même dire que YF égale à 2R. Hein? Donc R plus R. Donc ça me permet de prendre mon équation et de la rendre un petit peu plus précise. Donc j'ai MGH plus 0 égale à MG 2R plus 1 demi M VF carré, donc RG. Puis là, ben, on a toutes les masses qui se simplifient. Ah, puis toutes les G aussi, hein, les G se simplifient tous. Donc, on peut réécrire H égale à 2R plus R sur 2. Puis 2R plus R sur 2, ben, c'est 2,5 R. Donc, je suis assuré, s'il n'y a pas de frottement, si je place la masse à 2,5 R, je devrais être capable de faire un tour complet. Moins que ça ne fonctionne pas. Plus que ça, il n'y a pas de problème. OK, donc une autre situation qui peut être intéressante, vous remarquez, je peux changer ici l'allure de ma courbe. Je peux même changer aussi l'inclinaison. Mais si je démarre l'animation, ce qui va arriver, c'est que l'objet, quand il va arriver au bout ici, il va faire un mouvement de projectile. Donc, c'est un peu comme un saut. Là. Ça ressemble étrangement au problème du skieur dans le devoir numéro 1. Okay. Donc, ici, j'ai affiché la trace. Donc, vous remarquez une chose, c'est qu'au départ, j'ai placé l'objet ici, vitesse nulle, donc l'énergie potentielle égale à l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique du système correspond vraiment à cette ligne-là. Puis, vous remarquez qu'ici, ben, je ne me rends pas. Hein, je ne me rends pas à la même hauteur. Pour quelle raison? Ben, c'est parce que, étant donné que je tombe en mouvement de projectile, au point ici, au sommet, j'ai une vitesse. Ce qui veut dire que l'énergie potentielle que j'ai par rapport à la surface de la Terre, plus l'énergie cinétique, 1 demi mv carré, la somme me donne l'énergie mécanique totale. Donc, si je place ma raille, je vais essayer de le faire du mieux possible. Si je la place comme ça, là, je vais être capable de me rendre exactement à la même hauteur. Okay, parce que là, bien évidemment, si je place ma raille dans cette position-là, ma vitesse est seulement en Y. Donc, j'ai bel et bien une vitesse nulle quand j'arrive au sommet. Donc, si la vitesse est nulle, bien, la hauteur devrait correspondre à l'énergie potentielle qui est égale à l'énergie mécanique.